Alors, cette migraine chatée tous, donc, qui elle est? Donc là, ici, vous avez un mâle, il est reconnaissable avec sa calotte rousse, son bandeau noir, le dessous est clair avec des petits flancs chamois, une belle tache sur le dos, sur les ailes, pardon, et le croupion clair. Vous voyez que la jeune, elle n'a rien à voir, hein, quasiment, elle est toute brune, elle est nettement plus terne. Et ici, vous avez une image avec un couple, donc vous avez le mâle en bas, et vous avez la femelle ici, elle est beaucoup plus terne. Elle a quelques couleurs, hein, mais pas aussi chatoyante que le mâle. Il faut savoir aussi que chez cette espèce, en début de saison, les femelles elles peuvent avoir un plumage un petit peu mâle, et au fur et à mesure de la saison, et le plumage va s'user, et elles vont être de plus en plus claires. Alors au niveau de sa répartition, alors la pygmée à tête rousse, c'est une espèce qui est une migratrice transsaharienne, c'est-à-dire qu'elle vient nicher chez nous en Europe en été, principalement sur le nord de la Méditerranée et aussi un peu sur le sud. Elle va, en période de migration, traverser toute la partie saharienne pour arriver en Afrique tropicale, en dessous du Sahara. Alors voilà, son aire de répartition, c'est les données de reproduction en France en 2025. Vous voyez, elle est essentiellement présente sur le pourtour méditerranéen. Et puis on va retrouver un autre noyau de population voilà, sur le centre de la France. Et ici, vous voyez, il y a des petites données là par ici. Et on va zoomer dessus. Nous voici en Deux-Sèvres. Donc les grandes taches que vous voyez, en réalité, en Deux-Sèvres, elles ne représentent que ce petit noyau-là. Et puis après, il y a quelques données à droite à gauche. Mais pas beaucoup plus. Donc vous voyez, l'aire de répartition aussi, elle est vraiment très très restrictive. Très très restreinte. Alors son habitat. Il est composé de haies et de prés pâturés. Et est-ce que quelqu'un connaît cet habitat? Oui. Le bocage, voilà. Exactement. Donc son habitat principal, c'est le bocage. Donc on a une composante verticale, la haie, et une composante horizontale, la prairie. Alors dans le cas de la pygmée à tête rousse, ce n'est pas des simples prairies de fauche. Il faut que les prairies soient pâturées. Ça, c'est un petit détail qui compte pour la conservation de l'espèce. Et pourquoi pâturer? Parce qu'elle va se nourrir principalement d'insectes qui sont liés à l'élevage. Donc s'il n'y a pas ces insectes, ça va être pas d'élevage, ça va être compliqué pour eux. Elle chasse depuis des postes d'affût, donc des postes d'observation, qui sont soit des arbres, des arbustes, des poteaux, ça peut être aussi des lignes électriques, et j'en passe. Elle capture ces insectes de préférence au sol, mais aussi parfois en vol. Alors ici, on va parler de sa reproduction en Deux-Sèvres. Donc en Deux-Sèvres, elle niche principalement dans des arbres, plutôt des chênes, parfois des arbustes. La ponte, généralement, il n'y en a qu'une seule, si elle réussit. Si elle échoue, elle peut faire une deuxième ponte, la ponte de remplacement. En moyenne, c'est 4 œufs. Ici, on a souvent découvert entre 3 et 5 jeunes. Une incubation, donc la période de couvaison, elle dure environ 15 jours. Et après l'éclosion, les jeunes ils s'envolent aux alentours, oui, 15-20 jours. Et ils vont s'émanciper un peu plus tard. Donc là, généralement ici en Deux-Sèvres, on est plutôt sur 1 mois. Mais des fois, on arrive à avoir des jeunes qui sont déjà émancipés au bout de 15 jours, et d'autres qui traînent jusqu'à 1 mois et demi. En bas, vous avez un petit tableau qui n'est pas forcément très clair pour vous, qui est un peu plus clair quand on suit. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'on voit là, c'est vraiment le suivi de la reproduction. Donc, on note les premières observations, les premiers couples, les premiers chants, premières parades, les premiers accouplements, les premières constructions, enfin tout ce qui est premier, jusqu'au dernier ops. Et on voit que depuis 2012, on commence à mieux suivre ces oiseaux. Mais on voit que c'est toujours compliqué, hein. On voit qu'on a du mal à avoir les premières constructions de nids, voire les accouplements, on n'en voit jamais. Des chants, des parades, c'est excessivement rare. Et après, on essaie d'avoir aussi les nourrissages. Donc quand on a les premiers nourrissages, ça nous indique à peu près la période
de ponte et éventuellement la période d'arrivée de certains couples. Et enfin, on note toujours les dernières observations. Ça a son importance pour la gestion des délais plus tard. Un petit paragraphe, enfin une petite diapo sur les suivis qu'on réalise sur cette espèce et sur l'évolution des effectifs en ECEP. Donc là, dans nos suivis, on va rechercher les mâles chanteurs et les couples. Donc on va les qualifier de territoires qui sont occupés par l'espèce. Donc vous voyez, on n'est pas sur des grands territoires. Depuis 2012, on est sur un chiffre qui varie entre 10 et 15, voire un peu plus certaines années. Le nombre de couples reproducteurs, on a l'impression qu'il tend à augmenter. Alors ça, c'est peut-être un biais observateur, c'est qu'auparavant, le suivi était essentiellement bénévole avec beaucoup de contraintes et peu de temps. Alors que maintenant, le suivi est un peu plus salarié et beaucoup bénévole. Et donc, on n'a pas non plus une grosse augmentation, hein, mais on les suit mieux qu'auparavant. Ensuite, pour le nombre de jeunes à l'envol, on voit que c'est très aléatoire. On voit qu'il y a des années où il y a vraiment beaucoup de jeunes à l'envol, sans qu'on sache réellement pourquoi à l'heure actuelle, et des années où on a très peu de jeunes à l'envol, comparé au nombre de couples. Donc certainement beaucoup déjà. Les menaces qui pèsent sur cette espèce. Alors elles sont de deux natures. On va dire les menaces plutôt indirectes. On n'a pas de destruction directe de l'oiseau, on a destruction de son habitat. Donc la première, c'est vraiment les produits phytosanitaires. Là, on agit directement sur sa ressource alimentaire, et notamment les vermifuges qui sont utilisés dans les élevages. Donc souvent, les élevages, les animaux, ils peuvent avoir des parasites. Donc on va les traiter. Ces vermifuges, on va les retrouver dans les excréments des animaux, donc dans les bouses. Et donc ça va avoir un impact négatif sur les coléoptères notamment, qui vont être décimés. Et donc la pigaïèche n'aura plus de nourriture. Donc ça, pour les pigaïèches, c'est vraiment un très gros souci. Surtout que normalement, à partir du moment où un produit vétérinaire est administré à un animal, il doit rester un certain temps dans un bâtiment pour éviter la pollution dans les parcelles. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas respecté à l'heure actuelle, où que ce soit, ou très rarement respecté. Ensuite, les causes, c'est l'abandon de l'élevage. Hein. On voit de plus en plus, alors dans le sud de la France, on dirait des déprises agricoles. Chez nous, ici, c'est l'abandon de l'élevage au profit de la grande culture. Donc avec une conversion des prairies en culture. Et quand l'exploitation modifie complètement ses activités, la mise en culture, ça s'accompagne généralement d'une taille sévère des haies et voire carrément de l'arrachage. Pour info, là, cette photo-là, elle a été prise cette année. Elle a été signalée sur Sentinelle. C'est un abattage d'un chêne en période de reproduction. Et enfin, là, on va avoir des destructions qui peuvent être directes sur l'oiseau. Alors, la problématique des pigaïèches, c'est qu'elles ont besoin d'eau. Donc elles vont généralement s'abreuver, et dans un contexte d'élevage, souvent il y a des abreuvoirs, donc elles vont tomber dessus, tomber dedans, et vont se noyer. Alors ici, sur cette zone-là, nous on n'a pas ce problème-là, parce qu'on a encore énormément de mares et très peu de systèmes d'abreuvoirs. Donc on n'a pas vraiment ce problème-là, mais il pourrait se poser à l'avenir. Ensuite, d'autres causes, mais là on ne peut pas du tout les traiter à notre niveau, c'est le piégeage sur les voies migratoires. On parle souvent de Malte, de l'Égypte et du Maroc, où il y a des filets qui sont tendus en période de migration et qui capturent les oiseaux. Alors ils sont soit pour l'alimentation, soit juste pour le plaisir pour certaines personnes. Et enfin, en Afrique, quelque chose qu'on ne parle pas, mais les pigaïèches souvent sont inféodés à un type d'habitat en Afrique. Il y a l'habitat pour la pigaïèche à tête trousse, mais surtout une autre pigaïèche qui a disparu de France maintenant, qui n'est plus nicheuse, la pigaïèche à poitrine rose, qui sont inféodés à un type d'habitat, à une plante particulière. Et cette plante a tendance à disparaître. Et donc, quand on a moins d'espace aussi sur ces sites-là, c'est plus compliqué de conserver notre espèce après en Europe. Alors, au niveau des statuts, en France, elle est protégée, la pigaïèche à tête rousse. Elle est inscrite sur les listes rouges, donc ce sont les listes qui permettent d'établir l'état de conservation des espèces. À l'échelle de l'Union européenne, elle est considérée en préoccupation mineure, LC. En France,
elle est considérée comme vulnérable. En Poitou-Charentes, en attendant l'actualisation des SNIEF, elle est considérée comme en danger. Et enfin, elle bénéficie d'un plan national d'action. Donc, c'est-à-dire que l'État et les associations s'entendent pour faire un plan national pour la protection de la conservation des pies grièches. Donc à l'heure actuelle, il est orienté plutôt pies grièche grise, pies grièche méridionale, pies grièche à tête rousse, mais la pies grièche écorcheur et la pies grièche à patine rousse sont aussi concernés. Donc nous là ici en Deux-Sèvres, on a la pies grièche écorcheur. On en a encore beaucoup, et elle, c'est le PNA parle pour le moment les actions qui peuvent être faites sont uniquement sur des actions de sensibilisation, on ne va pas faire d'actions de conservation. Par contre, la pies grièche à tête rousse, elle, il y a des actions d'inventaire, de protection, de conservation et de sensibilisation. Pourquoi donc cette espèce? Pourquoi on l'a choisie? Alors, ici en Deux-Sèvres, c'est une espèce à très fort enjeu, comme vous l'avez vu sur la carte. Vous avez vu qu'il n'y a plus quasiment qu'une seule zone où elle niche, où elle est vraiment connue en période de reproduction. C'est une espèce qu'on va considérer comme étant parapluie, c'est-à-dire que si on met d'actions de conservation pour elle, d'autres espèces vont pouvoir en bénéficier. Et donc, suite à ça, donc, on a différents projets qui ont été réalisés au sein du groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Donc, là, actuellement, on est sur le projet conservation des pies grièches, mais il y en a eu d'autres par le passé, donc on continue à étudier cette espèce. Et on va passer à l'étude des haies. Donc, l'étude des haies, elle a pour objectif de caractériser l'emplacement des nids, caractériser les haies que l'espèce fréquente, et à partir des données qu'on va avoir, on va pouvoir établir un cahier des charges sur les haies qui soit favorable à l'espèce, et forcément quasiment toutes les autres espèces d'oiseaux. Donc, nous avons déterminé dans un premier temps une zone d'étude qui est ici. La Minigoutte se situe à peu près par là, donc on n'est pas très très loin. La zone d'étude est située dans le nord-est du département, sur mon secteur forcément. Juste au nord-est de Parthenay, en Gâtine. Alors la Gâtine, c'est la frange centrale du département de Deux-Sèvres qui coupe le département en deux. Et elle est située dans cette zone, dans le périmètre du projet de parc naturel régional de Gâtine. La zone, elle n'est pas très très grande. Hein. Vous avez un peu plus de 2000 hectares qui sont répartis sur 2 communes, Courget et puis La Pérate. Cette zone, elle fait l'objet de la création d'une ZNIEF, donc une zone naturelle d'inventaire écologique, faunistique et floristique. Donc c'est une première étape déjà pour reconnaître la zone comme étant une zone d'intérêt pour cette espèce et d'autres espèces, puisque quand on regarde bien, il y a quand même, juste pour les oiseaux, 155 espèces d'oiseaux qui ont été observées, dont 86 sont nicheuses. C'est plutôt intéressant pour un milieu bocager, et je ne parle pas de toutes les autres espèces qu'on pourrait rencontrer, des amphibiens, insectes et compagnie. Alors pour la pie grièche à tête rousse, la première chose qu'on va faire, on voit qu'on a fait le suivi, on a recherché les cantonnements, on a les territoires occupés, des coupes, on voit qu'il y a des jeunes en vol, mais ce qui est important, c'est de rechercher les nids pour savoir de quoi elle a besoin pour se reproduire. Donc là, vous avez la photo d'un nid avec une femelle qui coule. Une fois qu'on a le nid, on va regarder quel type d'arbre. Voilà, le nid ici, sur cette photo-là, il est quelque part par ici. Donc vous voyez, on a essentiellement des grands arbres, mais on a aussi des buissons, enfin des arbustes pardon, qui peuvent être utilisés. Et on va aussi classer cette haie. Donc vous vous souvenez des 6 classes de haies? Là on va les utiliser. Donc là vous avez une haie plutôt taillée au carré avec des arbres, mais qui a tendance à évoluer librement. Une fois qu'on a renseigné toutes ces données, on va les saisir dans des tableaux. Donc on en a plusieurs en fonction des informations qu'on veut mettre. Et on va analyser les données. Alors là, on est sur une espèce, on n'a pas beaucoup de données, donc on ne va pas aller chercher très loin. Mais on va quand même pouvoir en tirer un petit graphique. Et qu'est-ce qu'il dit?
que grosso modo, la moitié des nids ils sont dans les multistrates. Donc ça veut dire qu'ils nichent principalement dans les arbres, dans le houppier. Donc pas trop dans les arbustes, pas du tout dans les buissons, alors encore moins au niveau du sol. Il y a deux autres types de haies, la haie relictuelle et la haie au carré avec des arbres, qu'elle peut fréquenter, qu'elle peut utiliser pour installer son nid, mais c'est souvent un défaut. Ça veut dire que autour de son nid, il n'y a rien d'autre au final. Que les arbustives, que les arbustives et les aliments d'arbres, eux, ils sont très peu utilisés, voire pas du tout. Et enfin, on a bien vu, on voit, hein, les haies au carré, elles ne sont pas du tout utilisées. C'est vraiment la haie qu'elle ne fréquente quasiment pas. Ensuite, on va faire la même avec les haies dans un rayon de 500 mètres autour du nid. Donc là, vous avez un nid, vous avez des observations. Puis dans un rayon de 500 mètres, alors là, la carte, vous avez ici les haies qui sont inventoriées. Et vous avez aussi les parcelles. On a besoin aussi d'avoir l'assolement pour savoir si l'assolement est intéressant ou pas pour l'espèce. Et on va analyser à nouveau les données. Et donc on va essayer de savoir en moyenne quelle est la proportion de chaque type de haie dans un rayon de 500 mètres autour de chaque nid. Et donc le même graphique nous dit que, grosso modo, il y a la moitié du linéaire des haies qui n'est pas utilisable pour l'espèce, ou peu favorable. C'est-à-dire que, dans son habitat, 30% des haies déjà sont taillées au carré. Donc, c'est pas super. On voit que les haies relictuelles et les haies au carré avec des arbres, il y en a un petit peu, mais c'est environ un quart du linéaire. Et que les haies multistrates, celles qui l'intéressent réellement, il n'y en a que 20% du linéaire de haies. Donc en fin de compte, c'est qu'elles n'ont pas vraiment le choix sur le site de reproduction. Et enfin, il y a des haies, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas pu les classifier, parce qu'on le fait en période de reproduction, après que les oiseaux aient commencé à s'installer, et il y a des haies qui nous masquent, en fin de compte, les haies qui sont derrière. Donc on peut pas toujours identifier certaines haies. Il faudrait les faire a posteriori dans l'hiver. Alors maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc maintenant que vous savez que la pigriche à tête rousse, elle aime bien, elle est multistrate. Pour chaque type de haie, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir une haie multistrate? Donc on va partir de cette haie-là. Et vous, là, vous allez me dire ce qu'il faut faire pour avoir une haie multistrate. Les arbustes. Ouais. Il faut replanter et reboucher les trous. Très bien, c'est exactement ça. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, on laisse pousser. Alors, c'est exactement ce que la personne a dit, ce que j'ai écrit. Donc, on va laisser pousser toute la strate buissonnante et la strate arbustive. On ne va pas y toucher. On va la laisser évoluer librement. Et on va compléter les lacunes. Donc là, on voit que la strate arborée, il y a quand même des manques là. Et donc là, on peut planter des arbres de haut jet. Ceux qui vont être les plus longs à pousser. Alors, pour l'alignement d'arbres, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour reconstituer une haie multistrate? Faire un talus. Il faut recréer une haie à la base des arbres. Créer un talus. Plantation à la base. Semer. Créer un talus. Créer un talus. Oui, ça aussi. On va partir du principe que là, il n'y a pas d'animaux. On va juste laisser pousser la végétation au pied des arbres. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de s'embêter, on laisse évoluer. Donc bien sûr, pour ça, donc on a deux possibilités. Si c'est une prairie fauchée, on va arrêter de faucher au pied des arbres. Et puis si c'est pâturé, on va empêcher les animaux d'accéder au pied des arbres.
Pour la haie au carré, Laissez pousser. alors on laisse pousser, Indemnisé. indemniser, planter les arbres. Oui. Ok, il y a un mix de tout ça en effet. Donc on a déjà une base. La base elle est là, elle existe, hein. Donc on peut la laisser. Donc on la laisse évoluer librement, on la laisse monter à son rythme. Par contre, pour la bigagette des trousses, il manque quelque chose, les arbres de Auger. Les arbres, ouais. Donc là, on n'a pas le choix, il va falloir en planter régulièrement. Alors, par contre, on ne sait pas forcément encore la distance entre chaque arbre, mais grosso modo, voilà, on sait qu'il va y avoir un petit peu de plantation au travers. Alors, pour ce type de haie-là, Pareil, hein. Laissez pousser. voilà, on laisse toujours pousser. Et puis, On arrête de tailler, forcément. il y a un trou, planter un arbre au milieu. Voilà, tout à fait. Alors là, c'est libre évolution des strates basses. On plantera que s'il y a vraiment des gros manques, des grosses lacunes. Donc là, on sera plutôt sur des tronçons de haies taillées au carré sans arbre à ce moment-là. Donc là, il y a vraiment juste à laisser évoluer toute cette strate arbustive. Alors là, l'avant-dernière, donc là, c'est la haie arbustive haute. Et là, c'est pas évident. Est-ce que vous le laisserez comme ça? Oui. Replanter des arbres au travers. Il faut qu'il y ait de la lumière. Il y a de la lumière, voilà. Ça, c'est Alors, si j'étais gestionnaire, moi je proposerais ceci. Si elle est jeune, donc les arbustes ils sont montés, ils sont allés assez haut, mais ils continuent de pousser. Là, elle est encore au meilleur stade. On la laisse, on va pour la dézinguer, tout va bien, autant la laisser. Même s'il n'y a pas ces grands arbres, tant pis. Par contre, si elle commence à dépérir, là c'est peut-être l'occasion de se dire alors il y a des endroits, les arbres ils sont en moins bonne santé. Pour la sécurité ou autre, on peut se dire on va les tailler, on va les couper à cet endroit-là, et puis on va replanter derrière. Et donc là, on aura nos possibilités de mettre des arbres de Auger sur ces zones-là. Et là, plus difficile, la haie multistrate. Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Rien, on la laisse. On la laisse. On la laisse. Et quasiment. On peut tailler aussi 4 heures. Voilà. Donc, si, pareil, elle est sur un stade, on va dire, relativement jeune, et toujours en croissance, on va avoir tendance à la laisser, pour laisser les arbres s'exprimer, tout simplement. Par contre, au bout d'un certain temps, au bout d'un siècle, il y a certains arbres qui vont disparaître. Voire avant pour certains arbustes. Donc là, il va falloir régénérer de temps en temps. Donc on peut faire des coupes de régénération. Alors souvent, la coupe de régénération, ce sera sur les strates arbustives et buissonnantes. Et on va à ce moment-là conserver les arbres de Auger, qui sont eux exploités plus tard et replantés plus tard. Mais une coupe de régénération, c'est sans nettoyer. Alors la coupe de régénération, c'est parce que là, elle est en train vraiment de dépérir, elle est sur un stade vraiment de déclin. Et donc le fait de la couper, ça permet de la refaire repartir. Alors pourquoi la libre évolution? Parce que souvent, quand on voit une haie, on veut planter tout de suite, on veut planter. Alors là, vous avez déjà une première indication. Donc sur la zone qu'on a d'études, dont je vous ai parlé, en 2022, il y a eu des gros incendies sur la commune de Bourget. Ça a peut-être fait l'actualité, il y en a eu deux très très gros. Donc voilà, là vous avez les résultats ici. Donc il faut imaginer, il y avait plein de haies, même là devant on n'aurait pas pu voir, il y avait des arbres partout. Toutes les haies ont brûlé quasiment, et les seuls arbres qui ont survécu, ce sont les grands arbres, les chênes. Tous les autres arbres, buissons, arbustes sont tous morts. Il ne reste absolument rien, ou juste des restes calcinés. Depuis, les exploitants sur la zone
c'est pas des violents, hein, c'est pas des foudres de guerre, ce sont des éleveurs, ils sont déjà, ils s'occupent déjà de leurs animaux. Leur haie, bah, c'est de temps en temps, quoi. Donc eux, la taille des haies, c'est pas forcément le truc qu'ils faisaient déjà à fond. Et donc voilà, les haies, bah, plutôt que de les replanter, bah, ils les laissent faire en fin de compte. Donc toutes les parcelles sont clôturées maintenant, avant elles ne l'étaient pas forcément. C'était les haies qui faisaient la barrière. Maintenant tout est clôturé autour pour éviter que les animaux se sauvent. Et quand ils ont clôturé, ils n'ont pas intégré les clôtures dans les haies. Ils ont mis en retrait des haies. Ça veut dire qu'entre chaque clôture, il y a des espaces pour que les haies puissent évoluer. Et donc nous, on fait le suivi de la pigriche à la trousse depuis, vous avez vu, 2012. Sur cette zone-là, il n'y avait pas de pigriche à la trousse, jusqu'à ce qu'elle brûle. En 2022, elle a brûlé, on ne connaissait pas de pigriche à la trousse. 2023, bah, c'était encore trop frais. L'incendie, il a eu en août, le temps que la nature s'exprime et que l'écosystème se remette en place, ça met un peu de temps. Par contre, on voit qu'en 2024, ça commence déjà à pousser. Sur 12 couples de pigriche à des trousses en Deux-Sèvres, vous en avez déjà 3 sur cette petite zone de 120 hectares. Et l'année suivante, en 2025, on est à 4. Donc ça va très très vite. Alors après, faut savoir sur la zone pigriche à des trousses, le nombre de pigriches à des trousses n'a pas évolué, il est toujours le même, mais maintenant elles sont toutes concentrées au même endroit. Enfin, la moitié des oiseaux sont concentrés au même endroit. Au niveau de l'entretien des haies, alors là on a parlé un peu de gestion, ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'existant. Alors, il faut savoir aussi que c'est bien de prévoir quelque chose, mais après il faut encore assurer l'entretien. Donc pour les haies, ce qui est préconisé pour l'espèce, ici là, côté chemin, donc les servitudes, la voirie, grosso modo une taille annuelle de sécurité, c'est bien. Programmé, forcément en hiver. Et puis éventuellement, voilà, s'il y a d'autres choses à faire, on fera ça plus tard. Mais en tout cas, tout ce qui peut être programmé, l'entretien des voiries, on peut le faire annuellement. Ça, au moins, ça c'est toujours bon. Côté parcelle, ça ne pousse pas si vite que ça, c'est pas forcément toujours gênant, notamment sur l'élevage. Les animaux, c'est eux qui taillent la haie de leur côté. Donc il n'y a pas forcément nécessité de les tailler tous les ans. Mais en fonction de la pousse des végétaux, tous les 2 à 5 ans, ça paraît logique pour éviter que la haie n'empiète trop sur la parcelle aussi. Ensuite, on va éviter les coupes sommitales, sauf pour l'exploitation du bois, et pour les tailler sous forme de trône, donc on parle souvent des arbres tétards. Et généralement, l'entretien de ces arbres-là, c'est tous les 5 à 15 ans, c'est en fonction de l'évolution de la pousse de l'arbre, grosso modo. Et après, les coupes de régénération, alors là, j'ai mis tous les 30 à 80 ans, ça fait un pas de temps qui est immense, mais c'est qu'en fonction des strates, elles ne vont pas évoluer à la même vitesse et de la même façon. Généralement, les strates basses vont évoluer plus rapidement que les strates arborées, les strates hautes, qui vont vivre beaucoup plus longtemps. Au niveau des travaux, plutôt du lamier, parce que là vous avez un broyeur à marteau. Voilà, le broyeur à marteau, voilà, ça éclate les branches, les arbres, ils meurent au fur et à mesure, soit d'épuisement parce qu'ils doivent toujours se soigner, soit il y a des maladies, enfin bref, ça va jamais. D'octobre à février, pour la simple et bonne raison qu'on évite la période de reproduction. Alors là, j'ai élargi les dates, parce que si on prenait que le cas de la pigriche à tête rousse, on serait sur pas d'entretien d'avril à septembre, c'est la période de présence de l'espèce chez nous. Mais on va l'étendre pour prendre en compte d'autres espèces. On a des oiseaux qui vont commencer à nicher dès le mois de mars, par exemple les chevêches, les accenteurs bouchés, et puis il y en a qui vont les nicher où les jeunes vont s'émanciper assez tard, courant septembre. Donc on va éviter ces zones-là, ces périodes-là. Et enfin, on va faire de la gestion différenciée ou en rotation. Là en ce moment, on voit beaucoup de linéaires, des kilomètres qui sont taillés. Et ça, pour la nature, pour la biodiversité, pour les oiseaux, c'est très traumatisant. Vraiment, c'est vraiment un gros souci. Il vaut mieux faire de la taille au fur et à mesure. Économiquement, sur une exploitation, c'est plus compliqué. Parce que c'est plus facile de tout tailler d'un coup. On fait toute son exploitation, après on n'en parle plus. Mais pour ce que je disais, pour les oiseaux, c'est vraiment traumatisant.
Et enfin, donc une haie, c'est bien qu'elle fasse au moins 2 mètres de large. Alors pourquoi 2 mètres de large? C'est que les oiseaux ils font leur nid dans l'intérieur de la haie. Et puis un renard qui passe, qui fait le bord, il va aller gratter en fonction de la densité du feuillage et des branches. Il va aller chercher jusqu'à 50 cm, 70 cm dans la haie. Donc les nids qui sont sur des haies qui ne sont pas très très larges, qui font moins d'1 mètre, comme ce qu'on voit partout maintenant, ils peuvent aller récupérer les nids, il n'y a pas de problème. C'est assez simple pour eux d'aller chercher des nids d'oiseaux. Alors que dans des 2 mètres, pour eux c'est plus compliqué. Ensuite, on va maintenir des branches couvertes de fruits. Alors ça, c'est pas toujours évident. Maintenant, nous, c'est ce qu'on préconise sur la gestion d'espaces naturels dans l'entretien des haies. C'est-à-dire qu'on maintient les pruneliers, s'ils sont couverts de fruits. C'est vraiment dommage d'aller couper toutes ces prunelles et puis les avoir en train de pourrir au sol alors qu'elles pourraient être utilisées par les oiseaux pour se nourrir en hiver. La période la plus critique pour beaucoup d'espèces. Et enfin, le maintien des arbres morts sur pied. Alors, pour différentes raisons. Pour avoir un cortège d'insectes xylophages qui puissent être utilisés comme ressources alimentaires pour les oiseaux, entre autres. Alors malheureusement, ou plutôt heureusement, il faut toujours se garder à l'esprit ceci, il faut toujours avoir une coupe, s'autoriser à faire des coupes de sécurité en tout lieu et en toute période. Un arbre qui devient dangereux après un coup de vent, il faut pouvoir le couper. Mais ça reste anecdotique. Et une fois qu'on a tous fait tout ça, nous, au groupe ornithologique des Deux-Sèvres, ce qu'on va faire, on va aller rencontrer les exploitants. Alors là, c'était une rencontre, alors c'est pas du tout dans le cadre de ce projet-là, mais c'était dans le cadre des formations MEEC, donc on va rencontrer les exploitants et on les sensibilise. Alors on les sensibilise, on ne va pas réinventer l'eau chaude, on parle des espèces qui sont présentes, sur leur biologie, de quoi ils ont besoin pour survivre ou vivre tout court. Comment ils entretiennent leur haie, comment ils pourraient améliorer l'entretien de leur haie, et comment maintenir et restaurer des haies à faible coût. Vous avez vu, on a beaucoup parlé de libre évolution. La libre évolution sur les haies, ça ne coûte rien au final. Et la plantation de quelques arbres de Auger, ça ne coûte pas énormément d'argent non plus. Donc c'est assez simple en fin de compte de restaurer ces haies dégradées. Et ce que disait Jules tout à l'heure sur la présentation précédente, on va sensibiliser aussi sur eux. Pourquoi les haies sont importantes, intéressantes pour eux. Déjà, le bien-être animal. Ça, on n'en parle pas souvent, mais en été, pendant les épisodes de canicule, où est-ce que vous trouvez les animaux? Sous les arbres. Donc vous imaginez des hectares et des hectares de prairies où les animaux ils sont à découvert. Il y a des éleveurs qui se plaignent qu'ils aient de la mortalité ou des pertes de rendement. Planter des arbres. Les vagues de froid, c'est plutôt perte de rendement, et canicule, c'est carrément du décès des grosses installations. L'intérêt des haies, alors aussi d'un point de vue agronomique, donc protection des sols, on fait un écran, donc on limite les maladies, les ravageurs, on a un réservoir d'aide, d'auxiliaire de l'agriculture, et on a une limitation aussi des effets du vent. Alors on a tendance, alors là c'est plutôt dans un contexte céréalier où on va avoir des cultures qui vont monter très haut, et quand il y a du vent qui s'engouffre dans la culture, si elle est vraiment haute, elle peut verser, alors là ça devient compliqué pour l'exploitant de récolter sa culture. Donc économique aussi, avec la diversification des sources de revenus, avec l'exploitation du bois. Alors c'est pas énorme non plus, mais ça permet quand même de justifier de certaines rentrées d'argent. Et enfin, écologique. Alors c'est pas au sens où on l'entend. Les exploitants sont des producteurs. Donc là, c'est plutôt leur dire, on stigmatise, ils détruisent la nature, mais en conservant les haies, ils produisent aussi de la biodiversité. C'est aussi une production. Alors ils n'en tirent pas forcément de profit direct, pas de profit financier, mais le profit, c'est qu'ils ont tous ces auxiliaires qui vont pouvoir les aider. Et enfin, on peut faire de l'accompagnement. Alors, chez les exploitants qui le veulent, moi je réalise des diagnostics
Donc on fait un petit état des lieux de ce qu'ils ont sur l'exploitation, où est-ce qu'ils en sont aussi. On leur fait des petites préconisations de gestion en faveur des oiseaux. Alors la plupart des gens, les premiers que j'ai vus, ils n'avaient pas grand-chose à faire, ils étaient déjà bons. C'était juste eux pour se rassurer sur ce qu'ils faisaient. Donc j'ai pas eu grand-chose à dire, mis à part continuer, c'est bien. Et puis enfin, on peut réaliser du suivi des oiseaux et des haies, pour vérifier que dans le temps, tout se passe bien. Et pour la pigriche à tête rousse, parce que là, le but du jeu, c'est de gérer les haies pour elle. Et donc nous, à l'heure actuelle, tout ce que je vous ai montré, c'est la stratégie de conservation et de conservation. On travaille juste sur l'existant, et le but du jeu pour le moment, c'est juste de maintenir une espèce qui est en déclin. On est encore loin de la reconquête. Donc là, à l'heure actuelle, tout ce qu'on fait au groupe ornithologique, c'est juste pour sauver 10 couples. 10 couples. Vous avez vu sur la carte, hein, après c'est fini, il n'y a plus rien. En Poitou-Charentes, il y a peut-être 20-30 couples de pigriche à tête rousse. Donc ça vous donne l'étendue des dégâts. Ici, sur la zone, là, les 10 couples, ça représente 100 fois moins de pigriche à tête rousse qu'il n'y a d'habitants sur la zone. Mais on va quand même parler de reconquête. Donc la suite, si on arrive à bien les sauver, ces 10 couples, ce que j'espère, on va modifier notre étude. On va commencer à à étudier un peu plus le domaine vital de l'espèce, savoir, dans la bibliographie, c'est environ 10 hectares, mais nous, on aimerait s'assurer que ce soit environ ces 10 hectares, et que dans ces 10 hectares, on calcule le nombre et la longueur des haies exploitées par l'espèce, pas par les exploitants. Et le nombre et la surface des parcelles en pâturées fréquentées. Il faut savoir que les pigriches à tête rousse, on peut se dire, voilà, il y a un couple par parcelle. Non, c'est faux. Il y a un couple pour 4 à 5 parcelles agricoles. Et alors, plus exactement, c'est qu'elles ont besoin d'avoir des hauteurs de végétation différentes, qui évoluent tout au long de la saison. Et donc des linéaires de haies, alors il y a du linéaire de haies, mais il y a aussi le nombre de haies qui intervient, puisque en fonction des vents, par exemple, elles vont les chasser. Sur différentes parcelles, elles vont utiliser différentes haies. Donc il s'avère qu'il n'y a pas que les linéaires, ni même les surfaces qui rentrent en compte, mais aussi leur nombre. Même si la longueur peut être aussi liée au nombre. C'est assez compliqué. Et tout ça, donc l'objectif c'est de créer des nouvelles haies. Alors c'est pas là faire de la plantation. Donc, ou au moins délimiter des zones où on laisse évoluer, et après on plantera des grands arbres. Et l'objectif c'est vraiment de créer des nouvelles haies. Et le but du jeu c'est de commencer à avoir de plus en plus de couples. Et c'est là que le bas blesse. Donc c'est que les résultats qu'on soupçonne, c'est le maintien des petites parcelles. Donc c'est pas ce qui est vraiment prévu. C'est pas ce qu'on voit à l'heure actuelle. Et que le linéaire de haies, il soit toujours vraiment intéressant, qu'on n'ait vraiment que des haies multistrates. Le maintien de l'élevage, ça c'est vraiment primordial. Plus d'élevage, plus de pigriche à tête rousse, plus de ressources alimentaires. Et qui va avec le maintien des prairies, forcément. Et donc tous ces résultats, ça fait quand même craindre que ce soit compliqué pour l'avenir. Ici sur la zone, vous voyez, cette photo-là, je l'ai prise en début de semaine. Ça fait 10 ans que je passe devant cette haie. Elle était bien, multistrate, très favorable. Et puis là, début de semaine dernière, ils ont commencé à la couper. Et en 5 jours, ils ont fait 5 km. Voilà. Donc là, c'est ce à quoi on est encore confronté à l'heure actuelle. Donc là, ils ont fait bien. La haie fait toujours 2 mètres de large, mais elle fait plus que 50 cm à 1 mètre de haut. Et tous les 50 mètres, ils ont gardé un arbre de haut. Donc la haie, quasiment, elle est plus fonctionnelle. Donc maintenant, tout est une histoire de temps. Plus vite on arrivera à savoir de quoi ils ont besoin, et plus vite on pourra mettre des actions en place pour espérer sauvegarder l'espèce. Et enfin, je vais remercier tous les observateurs, tous les bénévoles qui ont participé aux différents suivis qu'on réalise sur cette espèce.
Faut savoir que c'est très compliqué, ça nous a demandé vraiment de faire plusieurs années pour réussir à vraiment trouver ces oiseaux, et à trouver leur nid aussi, c'est compliqué. Donc là, on a vraiment besoin de beaucoup de monde généralement. Hein. On est 4-5 tous les ans, juste sur 2000 hectares, hein, juste pour faire le suivi. Je tiens à remercier aussi 2 exploitants particuliers. Mike des Vergers de la Tête-Rousse qui fait son suivi bénévole des PIH à Tête-Rousse et puis qui a dédié son exploitation à la conservation de la Tête-Rousse. Et les délices de la Ménardière, alors là c'est un éleveur qui est sur la Pérate. Un exploitant qui est vraiment génial, qui a des super belles idées sur l'agriculture, sur l'élevage et qui vraiment fait tout son possible pour concilier activité économique, activité d'élevage et puis la biodiversité. Et ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Hein. Les délices de la Ménardière, hein, le mot délice, hein, il y est. Et enfin, le financeur, l'unique financeur de la PIH à Tête-Rousse est soumise à un plan national d'action. Et donc, elle peut bénéficier à 100% du financement des suivis des actions de conservation par le Fonds vert. Et voilà.